Il est 2 heures du matin quand Lana entre en titubant par la porte d'entrée, pâle comme un drap d'hôpital et tremblante comme si elle avait attrapé une sale maladie. Elle prétend être malade. Je réprime le sarcasme qui me monte à la gorge et me contente d'attraper les clés de la voiture, la conduisant sans un mot à travers les rues détrempées par la pluie jusqu'aux urgences de l'hôpital général. Lana n'a aucune idée que j'ai tout orchestré. Les essuie-glaces battent un rythme régulier contre la tempête de novembre alors que je navigue dans les rues vides de la ville. Le quartier de l'hôpital ressemble à une scène de roman de Stephen King. Des devantures de magasins délavés avec des enseignes au néon brisé, des trottoirs fissurés, et cette odeur perpétuelle d'antiseptique mêlée à la décadence urbaine qui semble planer sur cette partie de la ville comme une malédiction. Dean, j'ai peur, murmure Lana depuis le siège passager, se tenant le ventre. Son sac à main de créateur est posé entre nous comme une barrière. Un cuir coûteux qui a coûté plus que mon salaire mensuel de technicien informatique à l'hôpital. Cela fait des mois qu'elle transporte des secrets dans ce sac. On va te faire examiner, dis-je, en gardant ma voix stable. Intérieurement, je calcule chaque mouvement, chaque possibilité. 3 mois de planification ont mené à ce moment. 3 mois depuis que j'ai découvert la vérité sur les séances de sport nocturnes de ma femme et son intérêt soudain pour les conférences pharmaceutiques. La salle d'urgence bourdonne du chaos typique d'un vendredi soir, des étudiants ivres, des parents inquiets avec des enfants fiévreux, et l'assortiment habituel de personnes qui se retrouvent à avoir besoin de soins médicaux à des heures indues. Les lumières fluorescentes baignent tout d'une lumière crue, faisant paraître tout le monde malade et désespéré. Non, demande l'infirmière de triage, sans lever les yeux de son écran d'ordinateur. Lana, répond ma femme, sa voix à peine plus qu'un murmure. Les doigts de l'infirmière s'immobilisent au-dessus du clavier. Elle lève les yeux, une lueur de reconnaissance traversant son visage. Asseyez-vous. Le docteur va vous voir sous peu. Le téléphone de Lana vibre dans son sac. L'écran s'illumine à travers le cuir, le nom de Tané clairement visible. Je le note en silence, archivant une autre pièce à conviction dans le dossier que je monte contre ma femme infidèle et son amant représentant pharmaceutique. Nous nous installons sur des chaises en plastique inconfortables dans la salle d'attente. Lana n'arrête pas de vérifier son téléphone, tapant des réponses rapides quand elle pense que je ne la regarde pas. L'ironie ne m'échappe pas. Elle envoie des textos à son amant alors qu'elle est assise à côté de son mari, à l'endroit même où leur liaison est sur le point d'éclater au grand jour. Madame Calix. Une voix perce le bruit ambiant des urgences. Nous levons tous les deux les yeux pour voir la docteure Cléo Marvé s'approcher avec un presse-papier. Elle est grande, confiante, avec une attitude pragmatique qui impose le respect dans les situations de haute pression. Ses cheveux bruns sont tirés en une queue de cheval pratique, et sa blouse est immaculée. Malgré l'heure tardive, le visage de Lana devient blanc, plus blanc encore que lorsqu'elle a franchi notre porte en prétendant être malade. Elle reconnaît Cléo, bien qu'elle n'ait jamais été formellement présentée. Elle sait exactement qui est cette femme et, plus important encore, avec qui elle est mariée. Docteur Marvé, dis-je en me levant et en lui tendant la main. Merci de nous recevoir si tard. La poignée de main de Cléo est ferme, ses yeux vifs évaluent la situation. Monsieur Calix, bien sûr. Allons-nous examiner votre femme? La salle d'examen est petite et stérile, avec cette odeur particulière d'hôpital qui semble s'infiltrer partout. Lana est assise sur la table recouverte de papier, ses jambes pendantes comme celles d'une enfant. La femme confiante et ambitieuse qui travaille au service juridique de l'hôpital a été remplacée par quelqu'un de vulnérable et de terrifié. Quel semble être le problème ce soir? Demande Cléo, en enfilant des gants en latex avec une efficacité experte. J'ai des nausées, balbutie Lana. Des douleurs à l'estomac? Des sensations de brûlure? Cléo hoche la tête professionnellement, prenant des notes sur son dossier. Des changements récents dans votre routine? Nouveau partenaire, voyage? La question reste suspendue en l'air comme une arme chargée. Les yeux de Lana se tournent vivement vers moi, puis reviennent vers Cléo. Elle est piégée et elle le sait. Non, rien de tout ça, ment Lana. Intéressant, dit Cléo, sa voix soigneusement neutre. Parce que Tané a eu exactement les mêmes symptômes la semaine dernière. Les mots frappent Lana comme un coup physique. Sa bouche s'ouvre et se ferme sans un bruit, comme un poisson cherchant de l'air. La couleur quitte complètement son visage, la laissant presque translucide sous l'éclairage cru de la salle d'examen. Je me penche en arrière sur ma chaise,
observant la scène se dérouler avec la satisfaction d'un joueur d'échecs qui vient d'annoncer échec et mat. Tané Jossement, c'est ça? Le représentant pharmaceutique, votre mari. Le sourire de Cléo est froid comme l'acier en hiver. C'est exact. Le monde est petit, n'est-ce pas? Lana essaie alors de s'enfuir, glissant de la table d'examen et se dirigeant vers la porte. Mais je suis plus rapide, me positionnant entre elle et la sortie sans paraître menaçant. Juste un mari inquiet s'assurant que sa femme reçoit les soins médicaux dont elle a besoin. Ne partons pas avant d'avoir les résultats des tests, dis-je calmement. Je dois faire quelques tests rapides, annonce Cléo en préparant un kit de prélèvement. Procédure standard pour ce type de symptômes. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. Veuillez vous abonner, laisser un like, un commentaire, et appuyer sur le bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. 20 minutes plus tard, nous sommes de retour dans la salle d'attente. Lana est assise, rigide, à côté de moi, son téléphone silencieux maintenant. Elle a cessé d'envoyer des messages à Tané, probablement parce qu'elle a réalisé que toute communication entre eux à ce stade constituerait une preuve de leur liaison. Madame Calix, une voix différente cette fois. Porter Keller, l'administrateur de l'hôpital, s'approche avec une enveloppe Kraft à la main. C'est un homme mince aux cheveux prématurément gris et avec le genre d'efficacité bureaucratique qui le rend inestimable dans un endroit comme celui-ci. Monsieur Keller, dis-je en me levant pour lui serrer la main. Vous travaillez tard ce soir. Il faut bien que quelqu'un fasse tourner cet endroit, répond-il avec un sourire fatigué. Il me tend l'enveloppe à moi, pas à Lana. Les résultats des tests. La docteure Marvey m'a demandé de vous les remettre personnellement. Lana tend la main vers l'enveloppe, mais je suis déjà en train de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvent des résultats de laboratoire qui confirment ce que je sais déjà, ce que je sais depuis des semaines, grâce à une enquête minutieuse et à quelques questions bien placées aux bonnes personnes. Positif, j'annonce assez fort pour que plusieurs autres personnes dans la salle d'attente puissent t'entendre. On dirait que tu as attrapé quelque chose, après tout. Le visage de Lana se décompose. Elle enfouit sa tête dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots. Un instant, j'ai presque pitié d'elle. Presque. Ne vous inquiétez pas, Dean, dit Cléo, apparaissant à nos côtés comme si elle avait attendu ce moment. Je m'occuperai de toute la paperasse légale, de la confidentialité des patients, et de tout ça. L'implication est claire. Elle s'occupera des aspects juridiques, mais elle ne gardera pas le silence. Pas quand cela implique l'infidélité de son propre mari. Lana lève les yeux, la panique remplaçant la honte dans son regard. Vous ne pouvez pas. Ce sont des informations médicales privées. Bien sûr, dit Porter avec douceur. Bien que je doive mentionner que la politique de l'hôpital exige certaines divulgations lorsque des membres du personnel sont impliqués dans des situations compromettantes. Pour des raisons de responsabilité, vous comprenez. Ma femme travaille au service juridique. Elle sait exactement ce que cela signifie. Son travail, sa réputation, sa vie soigneusement construite, tout est sur le point de s'effondrer autour d'elle. On peut rentrer à la maison maintenant, murmure-t-elle. Je me lève et l'aide à se relever, jouant le rôle du mari compréhensif. Absolument. Nous devrions probablement discuter de tes options de traitement. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, Cléo lance derrière nous, oh, et Lana, vous devriez peut-être contacter Tané. Il aura besoin d'être au courant de ce développement. Les portes automatiques s'ouvrent en glissant, nous libérant dans la nuit froide de novembre. La pluie a cessé, mais l'air porte encore cette sensation électrique qui suit une tempête. Lana trébuche légèrement alors que nous marchons vers la voiture, que ce soit à cause de son état ou du poids de son monde qui s'écroule, je ne saurais le dire. Dean, commence-t-elle alors que je déverrouille les portières. Garde ça pour toi, dis-je. Ma voix portant enfin la dureté que j'avais réprimée toute la nuit. On parlera à la maison. Mais même en le disant, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de discussions. La phase de discussion s'est terminée il y a des mois, quand j'ai commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Quand j'ai engagé un détective privé pour confirmer ce que mon instinct me disait déjà. Quand j'ai commencé à planifier ce moment avec la précision d'une opération militaire. Lana monte sur le siège passager, ses mouvements mécaniques et défaits. Elle ne le sait pas encore, mais ce n'est que le début. L'infection qu'elle a attrapée n'est pas seulement physique.
Elle est sur le point de se propager à tous les aspects de sa vie, détruisant tout ce qu'elle a travaillé à construire. En démarrant le moteur et en quittant le parking de l'hôpital, j'aperçois Cléo debout à l'entrée des urgences, son téléphone collé à l'oreille. Elle appelle probablement son mari en ce moment, lui faisant savoir que son petit secret est découvert. Le trajet de retour est silencieux, à l'exception du ronronnement du moteur et des reniflements occasionnels de Lana. Je navigue dans les rues familières de notre quartier, passant devant les rangées de maisons modestes où les gens vivent des vies honnêtes avec des relations honnêtes. Notre maison se trouve au bout d'une impasse, un petit 2 pièces que nous avons acheté quand nous étions jeunes et optimistes quant à notre avenir ensemble. Cet avenir a pris fin ce soir dans une salle d'examen d'hôpital, bien que Lana ne le réalise pas encore. Elle pense qu'il s'agit de s'être fait prendre en train de tromper. Elle n'a aucune idée que je planifie sa destruction depuis des mois, posant soigneusement les bases d'une vengeance qui sera complète, légale et absolument dévastatrice. Je me gare dans l'allée et coupe le moteur. La maison semble étrangement peu familière, comme si je la voyais pour la première fois. Peut-être parce que je sais que ce soir est ma dernière nuit ici en tant que mari de Lana. Demain, tout sera différent. Dean tente à nouveau Lana alors que nous nous dirigeons vers la porte d'entrée. À l'intérieur, dis-je simplement. Le salon semble plus petit que d'habitude, encombré des détritus d'un mariage qui pourrissait de l'intérieur. Le tapis de yoga de Lana est toujours enroulé dans le coin depuis sa séance du matin. Un autre mensonge dans le vaste catalogue de tromperies qu'elle a construit au cours des 6 derniers mois. Ses revues médicales sont soigneusement empilées sur la table basse. Une lecture professionnelle qui l'a aidé à comprendre exactement ce qu'elle risquait avec ses activités extrascolaires. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer, commence Lana, perchée sur le bord de notre canapé comme si elle était prête à fuir à tout moment. Je m'installe dans mon fauteuil inclinable, celui dont elle s'est toujours plainte parce qu'il ne correspond pas à notre décor soigneusement choisi. Expliquer quoi, exactement? Comment tu as couché avec Tané Jossement ces 4 derniers mois? Comment tu m'as menti en face tous les jours? Ou peut-être veux-tu expliquer comment tu pensais pouvoir garder ce secret pour toujours? Son visage se décompose à nouveau, mais j'ai dépassé le stade d'être ému par ses larmes. Ce n'était pas censé arriver. Ça a commencé innocemment. Innocemment, je répète, goûtant le mot comme quelque chose d'amer. Bien sûr. Je suis sûr que c'était très innocent quand tu lui envoyais des textos à 2 heures du matin, ou quand tu as commencé à acheter de la nouvelle lingerie que je n'ai jamais vue. Les yeux de Lana s'écarquillent. Tu m'as surveillé? J'ai été attentif, je corrige. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. La vérité, c'est que j'ai fait bien plus qu'être attentif. Depuis 3 mois, je mène ce que l'on pourrait appeler une enquête. Ça a commencé petit, en remarquant la façon dont elle protégeait son téléphone, l'intérêt soudain pour le travail tardif, le nouveau parfum qui est apparu dans notre salle de bain, mais ça a vite dégénéré une fois que j'ai confirmé mes soupçons. Les honoraires d'un détective privé ne sont pas bon marché avec un salaire de technicien informatique, mais Mike Rodriguez valait chaque centime. Les photos qu'il a fournies étaient complètes et accablantes. Lana est tannée dans des restaurants à travers la ville, s'enregistrant dans des hôtels pendant les pauses déjeuner, s'enlaçant dans les parkings de l'hôpital. Mais plus important encore, Mike m'a aidé à comprendre l'étendue de leur relation et à identifier les meilleurs points de pression pour un maximum de dégâts. Depuis combien de temps sais-tu? Demande Lana doucement. Assez longtemps pour planifier en conséquence. Mon téléphone vibre, un message texte. Je le regarde et souris. Le premier vrai sourire que j'ai eu depuis des mois. C'est de Cléo. Tané est en route pour la maison. Ça devrait être une conversation intéressante. Qui t'envoie un message? Demande Lana, une lueur de son ancienne assurance perçant. Quelqu'un qui comprend ce que l'on ressent quand on est trahi par son conjoint. La réalisation la frappe comme un coup physique. Tu as parlé à sa femme. La docteure Marvey et moi avons développé une relation professionnelle, dis-je prudemment. Il s'avère que nous avons beaucoup en commun. Lana se lève brusquement, faisant les 100 pas vers la fenêtre qui donne sur notre petit jardin. C'est de la folie, Dean. Tu ne peux pas simplement. Tu ne peux pas détruire la vie des gens parce que tu es en colère. Je ne détruis rien, je réponds, gardant ma voix égale. Je permets simplement à la vérité d'éclater au grand jour. Toi et Tané avez détruit vos propres vies au moment où vous avez décidé de trahir vos conjoints. Ce n'est pas si simple.
C'est exactement aussi simple que ça. Je me penche en avant dans mon fauteuil, étudiant le profil de ma femme alors qu'elle regarde dans l'obscurité. Tu as fait des choix, Lana. Chaque texto, chaque mensonge, chaque fois que tu es rentré à la maison après avoir été avec lui, c'était des choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Elle se retourne pour me faire face et je vois quelque chose de nouveau dans son expression. Pas seulement la honte ou la peur, mais la colère. Et alors? Tu vas me punir pour toujours, ruiner ma carrière, détruire ma réputation? Ta carrière, je ris, mais il n'y a pas d'humour dedans. Lana, tu travailles au service juridique de l'hôpital où ton amant vend des produits pharmaceutiques. Tu as eu une liaison avec un fournisseur, ce qui viole environ 12 directives éthiques différentes. Je n'ai pas ruiné ta carrière. C'est toi qui l'as fait. La couleur quitte son visage alors que toutes les implications s'imposent à elle. Les comités d'éthique des hôpitaux ne voient pas d'un bon œil les relations qui pourraient compromettre les décisions d'achat ou créer des conflits d'intérêts. Même si elle pouvait prouver que la liaison n'a influencé aucune transaction commerciale, l'apparence d'inconduite serait suffisante pour mettre fin à sa carrière dans l'administration de la santé. Tu as planifié ça, murmure-t-elle. Tu as planifié tout ça. J'ai planifié de me protéger, je corrige. Tout le reste n'est que conséquence naturelle. Mon téléphone sonne et je reconnais immédiatement le numéro. Excuse-moi, je dis à Lana, en répondant à l'appel. Porter, quelle est la situation? La voix de Porter Keller est calme et professionnelle, mais je peux entendre la satisfaction sous-jacente. Les RH ont reçu un tuyau anonyme il y a environ 1 heure. Une documentation détaillée sur la relation entre Madame Calix et Monsieur Jossement, y compris les dates, les heures et les lieux. Ils mèneront une enquête complète à partir de lundi matin. Un tuyau anonyme, je demande, bien que je connaisse déjà la réponse. Complètement anonyme, bien que celui qui l'a envoyé ait été très minutieux. Photo, capture d'écran de message texte, reçu d'hôtel, assez complet. Lana me regarde avec une horreur croissante, comprenant assez de la conversation pour réaliser que sa vie professionnelle est sur le point d'imploser. Merci pour la mise à jour, je dis à Porter avant de raccrocher. Que as-tu fait? Demande-t-elle. J'ai documenté ta liaison et je l'ai signalée aux autorités compétentes. Ça s'appelle la responsabilité, Lana. Tu devrais peut-être chercher ce que ça veut dire. Elle s'affaisse sur le canapé, la tête dans les mains. Mon travail, Dean, mon travail est tout pour moi. Il aurait dû être plus important pour toi quand tu le risquais pour des rendez-vous l'après-midi avec un représentant pharmaceutique marié. La maison tombe dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. Un cadeau de mariage des parents de Lana qui semble maintenant compter les derniers moments de notre mariage. J'étudie la posture défaite de ma femme et ne ressens rien. Ni satisfaction, ni regret, juste un vide froid là où se trouvait mon amour pour elle. Que se passe-t-il maintenant? Demande-t-elle sans lever les yeux. Maintenant, tu fais face aux conséquences de tes choix. Les RH mèneront leur enquête. La docteure Marvey demandera le divorce de Tanné. Tu perdras probablement ton emploi et je demanderai le divorce de toi. Juste comme ça. Juste comme ça. Elle lève les yeux vers moi alors, et je vois la femme que j'ai épousée, enterrée quelque part sous les couches de tromperie et de trahison. Un instant, je me souviens pourquoi je suis tombé amoureux d'elle. L'ambition, l'intelligence, la façon dont elle pouvait me faire rire après une terrible journée de travail. Mais cette femme est partie, remplacée par quelqu'un qui pouvait me regarder dans les yeux chaque matin tout en menant une liaison dans mon dos. Je n'ai jamais voulu que ça arrive, dit-elle doucement. Mais c'est arrivé, et maintenant nous devons tous vivre avec. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre texto de Cléo. Celui-ci me fait sourire. Colis livré. Tanné déménage ce soir. Qu'est-ce qui est si drôle? Demande Lana amèrement. Ton petit ami passe une soirée encore pire que la tienne. Elle me regarde comme si elle voyait un étranger. Et peut-être que c'est le cas. Le Dean Cole qu'elle a épousé était confiant, indulgent, prêt à ignorer les petites trahisons au nom de la paix. Cet homme est mort le jour où j'ai vu la première photo d'elle avec Tanné, remplacée par quelqu'un de plus dur et infiniment plus calculateur. Je ne te reconnais pas, murmure-t-elle. Bien, je réponds. L'homme que tu connaissais était assez faible pour être trahi. Cette version ne refera pas cette erreur. Je me lève et me dirige vers le couloir,
m'arrêtant au bas des escaliers. Je dormirai dans la chambre d'amis à partir de maintenant. Je te suggère d'utiliser le week-end pour trouver un autre endroit où rester. Lundi, ça va devenir très désagréable pour toi. Dean, attends. Elle se lève aussi, tendant la main vers moi comme si elle voulait combler la distance entre nous. Ne pouvons-nous pas essayer de régler ça? Aller en thérapie ou quelque chose comme ça? Je me retourne pour lui faire face une dernière fois. Alors que je monte les escaliers vers la chambre d'amis, je peux l'entendre pleurer derrière moi. Le son devrait m'émouvoir. Devrait déclencher un instinct de réconforter la femme avec qui j'ai partagé un lit pendant 5 ans. Au lieu de ça, je ne ressens rien d'autre qu'une froide satisfaction que justice soit enfin rendue. La chambre d'amis est petite mais propre, avec un lit simple et une commode qui contient mes vêtements d'urgence, des articles que j'ai déplacés ici il y a des semaines en préparation de ce moment. Je m'assois sur le bord du lit et sors mon téléphone, faisant défiler les messages qui se sont accumulés toute la soirée. Cléo, tannée est partie. A pris une valise et ses clubs de golf, a laissé son alliance sur le comptoir de la cuisine. Porter, réunion du conseil d'administration prévue lundi, 9h. Les 2 employés seront suspendus en attendant l'enquête. Mike, paiement final reçu. Affaire classée. Bonne chance. Je pose le téléphone et m'allonge sur le matelas inconnu, fixant le plafond. Demain, le vrai travail commence. Ce soir n'était que le premier coup d'une partie que je planifie depuis des mois. Lana et Tanné pensent que leur plus gros problème est de s'être fait prendre en train de tromper. Ils n'ont aucune idée de la minutie avec laquelle j'ai documenté leur liaison, du nombre de personnes que j'ai discrètement informées, de la manière dont je me suis préparé à démanteler la vie qu'ils ont essayé de construire sur des mensonges. D'en bas, j'entends Lana bouger, probablement en train de faire ses valises ou d'appeler des amis pour du soutien. Qu'elle le fasse. Lundi matin, elle découvrira que son réseau de soutien n'est pas aussi solide qu'elle le pensait. C'est drôle comme les gens prennent rapidement leur distance avec un scandale lorsque leur propre réputation pourrait être en jeu. Je ferme les yeux et écoute les sons de mon mariage qui se termine enfin. Cela faisait longtemps, mais l'attente en valait la peine. Une justice différée n'est pas une justice refusée. Parfois, c'est une justice perfectionnée. Le lundi matin arrive, gris et froid, avec le genre de temps de novembre qui rend tout le monde misérable. Je suis assis dans mon bureau au service informatique de l'hôpital, travaillant ostensiblement à la maintenance du réseau, mais en réalité, je surveille les communications électroniques qui transitent par nos serveurs. C'est incroyable ce que l'on peut apprendre quand on comprend comment l'information circule dans une organisation. Dean, ma superviseure, Janet Walsh, passe la tête dans mon cubicule. Les RH veulent te voir dans la salle de conférence B. Quelque chose à propos d'une affaire de personnel. Je sauvegarde mon travail et verrouille mon ordinateur, en prenant mon temps. J'attendais cette réunion depuis vendredi soir. Aucune idée de quoi il s'agit? Probablement juste de la routine, dit Janet, mais son expression suggère le contraire. Les ragots de l'hôpital voyagent plus vite que la plupart des virus, et à présent, tout le monde sait que quelque chose d'important s'est passé ce week-end. La salle de conférence B est au 3e étage, dans l'aile administrative où Lana travaille, ou travaillait. En traversant les couloirs, je remarque la façon dont les conversations s'arrêtent quand les gens me voient. Certains visages montrent de la sympathie, d'autres de la curiosité, quelques-uns montrent quelque chose qui pourrait être du respect. Le mot s'est répandu que Dean Cole n'est pas la bonne poire que tout le monde pensait. La salle de conférence contient 4 personnes, Patricia Holmes DRH, Porter Keller, la Dr Marvey, et quelqu'un que je ne reconnais pas, une femme dans un costume cher qui crie, avocate, de l'autre bout de la pièce. Monsieur Cole, dit Patricia en désignant une chaise vide. Merci d'être venu. Voici Amanda Foster, notre conseillère juridique externe. Nous devons discuter de certains développements récents. Je m'assois et croise les mains sur la table, projetant un calme professionnel. Bien sûr. Comment puis-je aider? Nous avons reçu des allégations sérieuses concernant la conduite de votre femme, commence Amanda, ouvrant un épais dossier. Spécifiquement, des affirmations d'une relation inappropriée avec un fournisseur pharmaceutique qui pourrait avoir compromis les processus d'achat de l'hôpital. C'est regrettable, dis-je prudemment. Bien que je ne sois pas sûr de pouvoir aider dans une enquête sur la conduite professionnelle de ma femme. Patricia se penche en avant.
Les allégations étaient accompagnées d'une documentation substantielle, photos, messages textes, dossiers financiers. Des informations très détaillées qu'il serait difficile pour un étranger d'obtenir. Je vois. Monsieur Cole, continue Amanda, nous devons vous demander directement. Avez-vous fourni des informations pour étayer ces allégations? Je la regarde droit dans les yeux. J'ai signalé ce que j'ai observé aux autorités compétentes. Si ma femme avait un comportement qui violait les politiques de l'hôpital, je me sentais obligé de le porter à votre attention. Même si cela devait nuire à la carrière de votre femme? Demande Patricia. Surtout parce que cela nuirait à sa carrière. Si elle était prête à risquer sa réputation professionnelle pour une liaison, cela suggère un grave manque de jugement qui pourrait affecter ses performances au travail. La docteure Marvey prend la parole pour la première fois. Monsieur Cole, je veux vous remercier pour votre courage en signalant cette situation. En tant que médecin traitant qui a soigné votre femme vendredi soir, je peux confirmer que les preuves médicales soutiennent les allégations d'une relation inappropriée. Amanda prend une note dans son dossier. Nous avons suspendu Madame Calix et Monsieur Jossement en attendant une enquête complète. Compte tenu de la solidité des preuves, nous nous attendons à ce que l'enquête se termine rapidement. Qu'est-ce que cela signifie pour leur emploi? Je demande. Madame Calix fera probablement face à un licenciement pour violation des politiques d'éthique, explique Patricia. La société de Monsieur Jossement a déjà été informée, et son contrat avec l'hôpital sera résilié immédiatement. Je hoche la tête, pensif. Cela semble approprié. La réputation de l'hôpital doit être protégée. Il y a une autre question, dit Amanda, sortant un autre document. Nous comprenons que vous avez demandé le divorce. C'est exact. Mon avocat a soumis les papiers ce matin. Et que demandez-vous comme type de règlement? C'est la question que j'attendais. Je demande la dissolution du mariage avec une répartition équitable des biens. Cependant, étant donné que l'infidélité de ma femme a directement causé la rupture du mariage, je crois avoir droit à une plus grande part de nos biens communs. Amanda hoche la tête. L'hôpital veut éviter toute suggestion que nous prenons parti dans un conflit domestique. Cependant, nous devons également nous protéger contre d'éventuelles poursuites. Si Madame Calix prétend être injustement ciblée, elle ne le fera pas, dis-je avec confiance. Les preuves sont trop accablantes et elle le sait. La réunion se poursuit pendant encore 20 minutes, couvrant des technicalités juridiques et des questions de procédure. Mais le plus important est réglé. La carrière de Lana est terminée. Le contrat de Tanné est résilié et l'hôpital se positionne pour éviter toute responsabilité. Tout se déroule exactement comme je l'avais prévu. Quand je retourne à mon bureau, un message vocal de mon avocat, Richard Stone, m'attend. Je le rappelle immédiatement. Dean, bonne nouvelle, dit Richard sans préambule. J'ai examiné la documentation que vous avez fournie, et elle est plus que suffisante pour soutenir un divorce pour faute. Avec ce niveau de preuve, nous pouvons probablement négocier un règlement très favorable. Quel est le délai envisagé? Si elle ne conteste pas, 6 à 8 semaines. Si elle se bat, cela pourrait prendre plusieurs mois, mais franchement, je ne pense pas qu'elle voudra que les détails de sa liaison soient étalés en audience publique. Et les arrangements financiers? Vous garderez la maison, les voitures et la plupart des comptes joints. Elle aura droit à certains biens, mais vu les circonstances, ce ne sera pas grand-chose. De plus, si elle perd son emploi, ce qui semble probable, elle ne sera pas en position de se battre pour plus. Je raccroche, satisfait. La machine judiciaire avance, et les options de Lana disparaissent d'heure en heure. Mais je n'ai pas encore fini. Détruire sa carrière et mettre fin à notre mariage n'est que le début. Elle doit comprendre le coût total de sa trahison. Mon téléphone sonne. Le numéro de Cléo. Comment s'est passée la réunion? Demande-t-elle. Comme prévu. Le contrat de votre mari est résilié et Lana sera licenciée d'ici la fin de la semaine. Bien. Il y a autre chose dont nous devons discuter. Pouvez-vous me retrouver pour le déjeuner? Où? Murphy's dîner sur la 5e rue. 13h. Murphy's est un boui-boui, le genre d'endroit où les employés de l'hôpital prennent des repas rapides entre les services et où personne ne prête attention aux conversations des autres tables. Cléo est déjà là quand j'arrive, assise dans une banquette d'angle avec 2 tasses de café. Vous avez l'air en meilleure forme que ce à quoi je m'attendais,
dit-elle alors que je me glisse en face d'elle. Je me sens mieux que je ne me suis senti depuis des mois. C'est incroyable ce que l'honnêteté peut faire pour la tranquillité d'esprit. Elle sourit sinistrement. Je connais ce sentiment. Tané a emménagé chez son frère ce week-end. J'ai demandé le divorce ce matin. Rapide. Je ne crois pas qu'il faille prolonger la misère. Elle se penche en avant, baissant la voix. Mais je pense que nous avons un problème. Lana a appelé partout pour essayer de savoir qui l'a dénoncé au RH. Elle a aussi parlé à des amis, prétendant être la victime d'un mari vengeur. Laissez-la parler. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Peut-être. Mais elle a aussi été en contact avec Jennifer Walsh. Le nom me frappe comme un coup de poing. Jennifer Walsh, la meilleure amie de Lana depuis l'université, une femme qui est venue chez nous des dizaines de fois, que j'ai traitée comme de la famille pendant des années. Si Lana parle à Jennifer, elle obtient probablement plus qu'un simple soutien émotionnel. Quel genre de contact? Jennifer a posé des questions à l'hôpital, essayant de savoir qui a accès au type d'informations qui étaient incluses dans la plainte au RH. Elle a aussi passé des appels intéressants. Cléo fait glisser un morceau de papier sur la table. C'est un journal d'appels montrant des appels entre le numéro de Jennifer et plusieurs autres que je ne reconnais pas. Comment avez-vous obtenu ça? J'ai des amis dans les télécommunications. Le fait est que Jennifer ne se contente pas de fournir une épaule sur laquelle pleurer. Elle aide activement Lana à enquêter sur la façon dont sa liaison a été exposée. J'étudie le journal d'appels, notant la fréquence et l'heure des appels. Jennifer a passé une douzaine d'appels dimanche seulement, tous vers des numéros en dehors de notre région immédiate. Elle cherche des alliés ou des munitions. Dean, il y a autre chose que vous devez savoir sur Jennifer Walsh. La façon dont Cléo le dit me serre l'estomac. Quoi? C'est elle qui a présenté Lana à Tané. Le dîner semble soudain trop petit, trop chaud. Je pose ma tasse de café avec précaution, essayant de traiter cette information. Que voulez-vous dire, présenter? Il y a 6 mois, il y a eu une conférence pharmaceutique au Marriott du centre-ville. Jennifer y était pour représenter son entreprise. Elle travaille pour un fabricant de dispositifs médicaux. Tané était là pour sa société. Jennifer s'est assurée qu'ils se rencontrent. Vous dites qu'elle a arrangé la liaison. Je dis qu'elle l'a facilité. Quelle est-elle l'intention que ça devienne une liaison ou qu'elle ait simplement voulu présenter 2 personnes de domaines connexes, je ne peux pas le dire. Mais elle les a définitivement réunis. Je me penche en arrière dans la banquette, sentant les pièces d'un puzzle plus grand s'emboîter. L'intérêt soudain de Jennifer pour les problèmes de mariage de Lana au cours des derniers mois, ses suggestions que Lana devait se trouver et explorer ses options, ses encouragements pour que Lana soit plus indépendante, qu'elle arrête de se contenter d'une vie modeste avec un technicien informatique. Elle jouait un jeu à plus long terme, je réalise. C'est ce que je pense. Et maintenant que son plan a échoué, elle essaie d'aider Lana à sauver quelque chose des décombres. Que recommandez-vous? Le sourire de Cléo est aussi tranchant qu'un scalpel. Je recommande que nous donnions à Jennifer Walsh quelque chose dont elle devra vraiment s'inquiéter. Le parking souterrain de l'hôpital est faiblement éclairé et principalement vide à 6 heures du matin. Parfait pour le genre de conversation qui exige de l'intimité. Je suis adossé à ma voiture quand la BMW de Tané Jossman se gare dans un espace à 3 rangées de là. Il ne me voit pas au début. Il est trop occupé à parler au téléphone, essayant probablement de sauver ce qui reste de sa carrière de représentant pharmaceutique. J'attends qu'il raccroche et sorte de sa voiture avant de faire connaître ma présence. Bonjour, Tané. Il se retourne brusquement, manquant de faire tomber sa mallette. De près, on dirait qu'il n'a pas dormi depuis des jours. Ses cheveux habituellement parfaits sont en désordre, son costume cher est froissé, et il a des cernes sous les yeux qu'aucun anti-cerne ne peut cacher. Dean. Sa voix est soigneusement neutre, mais je peux voir la tension dans ses épaules. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Vraiment? Je travaille ici. Toi, par contre. Je laisse la phrase en suspens entre nous. Écoute, je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être, mais ça n'a pas à devenir moche. Je ris, mais il n'y a pas d'humour dedans. Moche? Tané, tu as couché avec ma femme pendant 4 mois. Tu lui as transmis une infection qui a nécessité un traitement aux urgences. Ta propre femme a dû l'examiner.
Comment ça pourrait devenir plus moche? Il recule d'un pas, heurtant sa voiture. Ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Tu pensais pouvoir continuer à t'amuser indéfiniment sans conséquence. Nous n'avons jamais voulu blesser personne. Mais vous avez blessé des gens. Tu as blessé ta femme qui travaillait 60 heures par semaine aux urgences pendant que tu t'amusais. Tu m'as blessé et tu as blessé Lana, même si elle était trop stupide pour le réaliser. Le visage de Tané rougit. Ne la traite pas de stupide. Pourquoi pas? Elle a jeté un bon mariage et une carrière solide pour quelques mois avec un représentant pharmaceutique marié. Si ce n'est pas stupide, comment appellerais-tu ça? Elle méritait mieux que ce que tu lui donnais. Les mots touchent exactement le nerf que Tané visait. Mais au lieu de me mettre en colère, il clarifie quelque chose auquel je pense depuis des semaines. Tu as raison. Elle méritait mieux. Elle méritait un mari qui était honnête avec elle, qui respectait leurs vœux de mariage, qui ne se faufilait pas dans son dos. Malheureusement, elle a choisi de jeter ça pour quelqu'un qui faisait exactement ces choses à sa propre femme. Je mets la main dans ma veste et sors une enveloppe Kraft. En parlant de ta femme, elle m'a demandé de te donner ça. Tané prend l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvent les papiers du divorce ainsi que plusieurs photographies que Mike Rodriguez a prises au cours des derniers mois. Des photos de Tané et Lana au restaurant, à l'hôtel, s'enlaçant dans les parkings. Les preuves de leur liaison étalées en détail sur papier glacé 20x25. Elle prend tout, murmure-t-il après avoir parcouru les documents. Peux-tu la blâmer? Tu as trompé une femme qui sauve des vies pour gagner sa vie. Une femme qui soignait des patients pendant que tu étais dans des chambres d'hôtel avec ma femme. Qu'est-ce que tu pensais qu'il arriverait quand elle le découvrirait? Tané s'appuie contre sa voiture, paraissant soudain beaucoup plus vieux que ses 35 ans. Mes enfants. Elle va le dire à mes enfants. Tes enfants allaient le découvrir tôt ou tard. Au moins de cette façon, ils l'entendront de leur mère au lieu de le lire dans la newsletter de l'hôpital. La newsletter de l'hôpital? Je souris, appréciant l'expression de panique qui traverse son visage. Oh, tu ne savais pas? L'hôpital publie une newsletter mensuelle pour les employés et les fournisseurs. Le numéro de ce mois-ci a une section spéciale sur les violations de l'éthique et l'importance de maintenir des limites professionnelles. Très éducatif. La vérité est qu'il n'y a pas encore d'article de newsletter, mais il y en aura un. Porter Keller et moi en avons discuté hier, ainsi que de plusieurs autres moyens de s'assurer que la réputation de Tané dans l'industrie pharmaceutique soit complètement détruite. Tu prends plaisir à ça, dit Tané d'un ton accusateur. Je prends plaisir à la justice. Il y a une différence. Ce n'est pas de la justice. C'est de la vengeance. Parfois, c'est la même chose. Tané se redresse, essayant de retrouver un peu de sa confiance de vendeur. Tu sais, Lana m'a parlé de toi. À quel point tu es contrôlant. Comment tu n'as jamais soutenu ses ambitions. Comment tu lui as donné l'impression d'être piégé dans une petite vie ennuyeuse. C'est ce qu'elle t'a dit? Je demande, vraiment curieux. A-t-elle mentionné que j'ai fait des heures supplémentaires pendant 2 ans pour payer son diplôme de 3e cycle? Ou que je l'ai encouragé à prendre le poste ici même si cela signifiait un trajet plus long pour moi? T'a-t-elle parlé de la fois où j'ai dépensé tout mon budget vacances pour un voyage en Europe parce qu'elle voulait voir Paris? La confiance de Tané vacille. Elle a dit que tu la retenais. Je la retenais de me tromper, apparemment. Coupable. Je m'approche de lui, assez près pour qu'il doive lever légèrement les yeux pour me regarder. Voici ce qui va se passer, Tané. Tu vas rester loin de ma femme. Tu vas quitter la ville, et je te suggère de le faire rapidement parce que ta réputation dans cette industrie est sur le point de devenir radioactive. Si je te vois près de Lana ou si j'entends que tu as été en contact avec elle, les photos que j'ai données à ta femme seront le moindre de tes problèmes. Tu me menaces? J'explique les conséquences. Tu as fait des choix qui ont blessé des gens auxquels je tenais. Enfin, auxquels je tenais. Maintenant, tu dois vivre avec ce qui va suivre. Tané essaie de me contourner, mais je me déplace pour lui bloquer le passage. On n'a pas fini de parler. Je dois aller travailler. En fait, non. Ton contrat a été résilié ce matin. Avec effet immédiat. La sécurité sera là dans environ 10 minutes pour t'escorter hors du bâtiment. La couleur quitte son visage.
Ils ne peuvent pas faire ça. Ils peuvent et ils l'ont fait. Violation de l'éthique, conflit d'intérêts, conduite préjudiciable à la réputation de l'hôpital. Fais ton choix. Je vais les poursuivre. Avec quel argent? Ta femme prend la maison, les voitures et la plupart de tes biens. Ta société mène sa propre enquête sur ta conduite, ce qui signifie que ton emploi là-bas est probablement terminé aussi. Fais-toi une raison, Tané. Tu es fini. Comme par hasard, 2 gardes de sécurité de l'hôpital émergent de la cage d'escalier et s'approchent de nous. Je les reconnais tous les 2. De bons gars qui prennent leur travail au sérieux. Monsieur Jossman, s'adresse le garde plus âgé, Pete Morrison, à Tané de manière professionnelle. Nous devons vous escorter hors des lieux. L'administration de l'hôpital a résilié votre accès à l'établissement. Tané regarde autour de lui désespérément, comme s'il cherchait une issue de secours. C'est du harcèlement. J'appelle mon avocat. Vous êtes libre de le faire depuis l'extérieur du bâtiment, dit Pete calmement. Monsieur, j'ai besoin que vous veniez avec nous maintenant. Je m'écarte pour laisser les gardes faire leur travail, regardant Tané être emmené comme un criminel ordinaire. Sa BMW est abandonnée sur la place de parking, probablement parce que sa femme a déjà annulé ses cartes de crédit et qu'il ne peut pas payer les frais de stationnement. Mon téléphone vibre avec un texto de Cléo. Colis livré. Jennifer Walsh a reçu des photos intéressantes ce matin. Je souris en me dirigeant vers l'entrée de l'hôpital. Jennifer Walsh, la meilleure amie de Lana et marionnettiste secrète, est sur le point de découvrir que sa manipulation a aussi des conséquences. Les photos que Cléo lui a envoyées montrent Jennifer et Tané ensemble à la conférence pharmaceutique il y a 6 mois, en pleine conversation, planifiant clairement quelque chose. Elle montrait également Jennifer rencontrant Lana le lendemain, vraisemblablement pour organiser la rencontre accidentelle entre Lana et Tané. Jennifer pensait qu'elle jouait aux échecs, déplaçant des pièces sur l'échiquier pour créer le résultat qu'elle voulait. Elle n'avait aucune idée que quelqu'un d'autre regardait la partie, documentant chaque mouvement, se préparant pour le moment où toute sa planification minutieuse s'effondrerait. À l'intérieur de l'hôpital, le service du matin commence tout juste. Les infirmières passent en hâte avec des presse-papiers et des tasses de café. Les médecins examinent les dossiers. Et les sons familiers d'un établissement médical remplissent les couloirs. Mais il y a un courant sous-jacent d'excitation. Le genre d'énergie qui vient quand tout le monde sait que quelque chose de dramatique s'est produit, mais les détails sont encore chuchotés de personne à personne. Dean. Janet Walsh me rattrape alors que je me dirige vers le service informatique. Est-ce vrai? Ils ont vraiment licencié Lana? Suspendu en attendant l'enquête, je corrige, bien que je soupçonne que l'enquête ne prendra pas longtemps. Et Tané Jossman? Contrat résilié. Il ne reviendra pas. Janet secoue la tête avec étonnement. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Lana semblait toujours si professionnelle. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Comment tu tiens le coup? Ça doit être incroyablement difficile. J'apprécie l'inquiétude de Janet, mais j'ai dépassé le stade d'avoir besoin de sympathie. Je vais bien, mieux que bien, en fait. Parfois, la vérité est libératrice, même quand elle est douloureuse. Si tu as besoin de temps libre. Merci, mais je préfère rester occupé. Le travail est une bonne distraction. La vérité, c'est que le travail n'est pas une distraction. C'est une base d'opération. Depuis mon bureau au service informatique, je peux surveiller les communications de l'hôpital, suivre les progrès de l'enquête sur la conduite de Lana et me coordonner avec mes alliés dans l'administration. Porter Keller a été particulièrement utile, fournissant des informations internes sur le calendrier des RH et la réaction du conseil d'administration de l'hôpital au scandale. Je m'installe dans mon cubicule et vérifie mes emails. 3 messages de mon avocat, 2 du détective privé, et 1 d'une source inattendue. La mère de Lana. Dean, commence l'email. J'espère que tu reconsidéreras ce divorce. Lana a fait une erreur, mais détruire sa vie ne ramènera pas ton mariage. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Avec amour, Margaret. Je supprime le message sans répondre. Margaret Brennan a toujours été protectrice envers sa fille, parfois à l'excès. C'est elle qui a encouragé Lana à viser plus haut quand nous sortions ensemble, qui faisait des commentaires subtils sur mon modeste revenu et mes origines modestes.
L'ironie que la liaison de sa fille ait été avec quelqu'un qui semblait réussir mais qui n'était en fait qu'un autre conjoint infidèle ne lui a probablement pas échappé. Mon téléphone sonne. Le numéro de Cléo à nouveau. Comment s'est passée la conversation dans le parking? Demande-t-elle. Tané a été escorté hors des lieux. Il avait l'air sur le point de pleurer. Bien. Et Jennifer? Tu as dit que tu lui avais envoyé des photos ce matin. Des photos d'elle organisant la rencontre entre Lana et Tané, plus quelques dossiers financiers intéressants. Des dossiers financiers? Il s'avère que l'entreprise de Jennifer essaie d'obtenir un contrat avec l'hôpital depuis des mois. Avoir une amie au service juridique qui est impliquée romantiquement avec un représentant pharmaceutique aurait pu être très utile pour naviguer dans le processus d'approbation. Les implications me frappent immédiatement. Elle ne jouait pas seulement les entremetteuses. Elle essayait de créer un réseau d'influence. Exactement. Jennifer a présenté Lana à Tané, espérant que leur relation, professionnelle ou personnelle, lui donnerait un accès privilégié aux décisions d'achat de l'hôpital. Donc, elle n'est pas seulement une amie qui se mêle de tout, c'est une conspiratrice. C'est comme ça que je le vois. Et maintenant que son plan a explosé, elle essaie d'aider Lana à sauver la situation pour protéger ses propres intérêts. Je me penche en arrière sur ma chaise, impressionné malgré moi. Tu as été occupé. Je n'aime pas qu'on se joue de moi. Quand j'ai découvert que Jennifer avait orchestré la rencontre qui a mené à la liaison de mon mari, j'ai décidé qu'elle devait aussi faire face à des conséquences. Quel genre de conséquences? J'ai envoyé des copies de tout au service d'éthique de son entreprise, ainsi qu'une explication détaillée de la façon dont elle a essayé d'utiliser des relations personnelles pour influencer les décisions commerciales. J'ai aussi envoyé des copies au service des achats de l'hôpital et l'entreprise de Jennifer Walsh vient de perdre sa chance d'obtenir tout contrat futur avec cet hôpital, de manière permanente. Je ressens une vague d'admiration pour la docteure Cléo Marvet. Elle est aussi minutieuse et impitoyable que moi, mais avec l'avantage supplémentaire d'une formation médicale qui la rend naturellement systématique dans son approche de la résolution de problèmes. Il y a une dernière chose, continue Cléo. Je pense qu'il est temps pour la phase finale. Que aviez-vous en tête? Une confrontation publique, quelque part où toutes les parties intéressées pourront voir exactement à quel genre de personnes elles ont eu affaire. Où? Le gala de charité annuel de l'hôpital a lieu ce vendredi soir. 500 personnes, y compris la plupart du personnel médical, de l'administration de l'hôpital et des principaux fournisseurs. Très public, très visible. Lana et Tané n'y seront pas. Ils ont tous les deux été suspendus. Mais Jennifer y sera. Son entreprise a acheté une table il y a des mois, avant que leurs problèmes d'éthique n'éclatent. Et je vous garantis que Lana essaiera d'y assister en tant qu'invitée de Jennifer, espérant limiter les dégâts auprès du conseil d'administration de l'hôpital. Je considère les possibilités. Une confrontation publique lors d'un gala de charité pourrait être exactement ce dont j'ai besoin pour finir de détruire la réputation de Lana et m'assurer qu'elle ne se remette jamais de ses erreurs. Mais c'est aussi risqué. Trop public, trop de témoins, trop de façons que les choses tournent mal. Que proposez-vous exactement? Je propose que nous donnions à tout le monde une chance de voir exactement à qui ils ont eu affaire. Fini les rumeurs chuchotées ou les allégations anonymes. Juste la vérité, présentée clairement et indéniablement. Cela ressemble à une recette pour un désastre. Ou pour la justice. Parfois, c'est la même chose. Je raccroche et fixe mon écran d'ordinateur, pensant à la proposition de Cléo. Une confrontation publique serait certainement dramatique, et elle garantirait que tout le monde dans les cercles sociaux et professionnels de l'hôpital sache exactement ce qui s'est passé. Mais ce serait aussi le point de non-retour. Après quelque chose comme ça, il n'y aurait aucune possibilité de réconciliation, aucune chance pour Lana de reconstruire sa vie tranquillement ailleurs. Mais d'un autre côté, c'est peut-être exactement ce qu'elle mérite. Le vendredi soir arrive avec le genre d'air vif de novembre qui rend tout plus net, plus défini. Le gala de charité annuel de l'hôpital se tient au centre des congrès de Riverside, un monument de verre et d'acier à la fierté civique qui surplombe le front de mer industriel de la ville. 500 membres de l'élite médicale et commerciale de la région se réuniront ce soir pour collecter des fonds pour la recherche sur le cancer pédiatrique et, plus important encore, pour voir et être vu. Je suis devant le miroir de ma salle de bain, ajustant la cravate de mon smoking de location. Cela fait 3 ans que je n'ai pas assisté à l'un de ces événements.
Lana y allait généralement seule, prétendant que je m'ennuierais avec les politiques médicales et les discours de collecte de fonds. Maintenant, je comprends qu'elle protégeait son image professionnelle, s'assurant que ses collègues ne passent pas trop de temps avec son mari col bleu. Ce soir, cela va jouer en ma faveur. Mon téléphone vibre avec un texto de Cléo. La table de Jennifer est près du fond, côté gauche. Lana est arrivée il y a 20 minutes en tant qu'invitée. Toutes les deux ont l'air nerveuses. Je souris à mon reflet. Elles ont de quoi être nerveuses. Ce soir, c'est l'aboutissement de semaines de planification minutieuse. Le moment où toutes les pièces que j'ai déplacées sur l'échiquier se rejoignent enfin en échec et mat. La salle de bal principale du centre des congrès est décorée en argent et bleu, avec des tables rondes disposées autour d'une petite scène où les orateurs de la soirée présenteront leurs appels aux dons. L'éclairage est doux et flatteur, conçu pour que tout le monde paraisse sous son meilleur jour tout en ouvrant son portefeuille pour la charité. Les conversations bourdonnent avec l'énergie particulière des gens qui savent qu'ils font partie de quelque chose d'important. Je repère Lana immédiatement. Elle est assise à une table dans le coin arrière, portant une robe noire que je n'ai jamais vue auparavant, probablement empruntée à Jennifer puisque ses cartes de crédit ont été gelées en attendant la procédure de divorce. Elle semble plus petite, en quelque sorte diminuée, comme quelqu'un qui porte un lourd fardeau depuis trop longtemps. Jennifer Walsh est assise à côté d'elle, scrutant la pièce avec la vigilance de quelqu'un qui s'attend à des ennuis. C'est une femme mince aux traits vifs et aux cheveux prématurément gris qu'elle porte dans une coupe coûteuse conçue pour projeter l'autorité. Je ne l'ai jamais aimée, même avant de découvrir son rôle dans l'orchestration de la liaison de Lana. Il y a quelque chose de calculateur chez Jennifer, une qualité qui fait de chaque conversation une négociation. Dean Cole. Une voix derrière moi interrompt ma surveillance. Je me retourne pour voir la docteure Patricia Holmes, la directrice du personnel médical de l'hôpital, s'approcher avec une flûte de champagne à la main. Je suis surprise de vous voir ici ce soir. Docteur Holmes, j'ai pensé qu'il était important de montrer mon soutien à l'hôpital, surtout dans les moments difficiles. Son expression suggère qu'elle sait exactement à quel moment difficile je fais référence. Oui, les récents problèmes de personnel ont été un défi pour toutes les personnes impliquées. J'en suis sûr, bien que je suppose que ces choses arrivent quand les gens perdent de vue leurs obligations professionnelles. En effet, elle fait une pause, étudiant mon visage. J'espère que vous savez que l'hôpital ne prend pas parti dans les affaires personnelles. Notre enquête sur la conduite de votre femme est strictement professionnelle. Bien sûr, bien que j'apprécie la minutie de l'enquête. Il est important que tous les faits éclatent au grand jour. La docteure Holmes hoche la tête et s'éloigne, mais je peux la voir traiter notre conversation, archivant mon calme et mon attitude professionnelle pour référence future. D'ici la fin de la soirée, elle aura une image très claire de qui est la vraie victime dans cette situation. Je me ferai un chemin à travers la foule, m'arrêtant pour discuter avec des collègues du service informatique et d'autres membres du personnel de l'hôpital avec qui j'ai travaillé au fil des ans. Les conversations sont polies mais chargées de curiosité. Tout le monde veut savoir comment je gère la disgrâce très publique de ma femme, mais personne ne veut demander directement. Dean. Porter Keller apparaît à mon coude, l'air distingué dans sa tenue de soirée. Content de vous voir ici. Comment tenez-vous le coup? Mieux que prévu, en fait. C'est incroyable à quel point la vérité peut être libératrice. J'imagine. Avez-vous vu le rapport final des RH? Pas encore. Quand sera-t-il publié? Lundi matin. Bien que je puisse vous dire officieusement que les conclusions sont exhaustives. Je hoche la tête, archivant cette information. D'ici lundi, le licenciement de Lana sera officiel et permanent. Sa carrière dans l'administration de la santé sera effectivement terminée, du moins dans cette région. Il y a autre chose que vous devriez savoir, continue Porter en baissant la voix. La société de Jennifer Walsh a retiré son offre pour le contrat de dispositifs médicaux. Apparemment, ils ont décidé de se concentrer sur d'autres marchés. Vraiment? C'est dommage. Oui. Eh bien, parfois les relations d'affaires se compliquent. J'aperçois Cléo de l'autre côté de la pièce, élégante dans une robe bleu marine qui complète ses cheveux bruns. Elle parle à un groupe d'autres médecins, mais ses yeux trouvent les miens à travers la salle bondée. Elle fait un signe de tête presque imperceptible, le signal que tout est en place pour l'événement principal de la soirée. La partie dîner de la soirée passe lentement,
avec des discours sur l'importance de la recherche sur le cancer pédiatrique et des témoignages de familles dont les enfants ont été aidés par les programmes de l'hôpital. Je me trouve sincèrement ému par certaines des histoires, me rappelant qu'il y a de vraies personnes qui font un travail important ici. Des gens dont le dévouement rend la corruption d'individus comme Lana et Tané encore plus offensante. Pendant le dessert, je m'excuse et me dirige vers l'arrière de la salle de bal. Il est temps de rendre visite à la table de Lana. Jennifer me voit arriver la première. Son visage pâlit et elle murmure quelque chose d'urgent à Lana, qui se tourne sur sa chaise pour regarder mon approche. De près, je peux voir la tension de la semaine passée gravée sur les traits de ma femme. Elle a perdu du poids, et il y a des cernes sous ses yeux que le maquillage ne peut pas entièrement cacher. Mesdames, dis-je agréablement en m'arrêtant à côté de leur table. Vous appréciez la soirée? Dean? La voix de Lana est à peine plus qu'un murmure. Je ne m'attendais pas à te voir ici. J'ai pensé qu'il était important de soutenir l'œuvre de bienfaisance de l'hôpital, surtout maintenant que je vais être un homme célibataire avec plus de revenus disponibles. Jennifer se hérisse. C'est inutilement cruel, Dean. Vraiment? Je trouve que l'honnêteté est rafraîchissante, pas vous? Nous en avons eu si peu ces derniers temps. Que veux-tu? Demande Lana. Je veux vous présenter quelqu'un. Je fais un geste vers l'avant de la salle où Cléo s'approche avec un homme que je ne reconnais pas. Docteur Marvey, j'aimerais que vous rencontriez ma femme, Lana, et son amie, Jennifer Walsh. Le sourire de Cléo est poli mais froid. Madame Calix, Mademoiselle Walsh. Je ne crois pas que nous ayons été formellement présentés, bien que j'ai l'impression de vous connaître toutes les deux assez bien. L'homme à côté de Cléo tend la main à Jennifer. Mademoiselle Walsh, je suis David Chen, directeur de l'éthique pour Morrison Medical Devices. Je crois que vous savez pourquoi je suis ici. Le visage de Jennifer devient blanc. Ce n'est pas le lieu approprié pour des discussions d'affaires. Je ne suis pas d'accord, répond David calmement. La tentative de votre entreprise d'utiliser des relations personnelles pour influencer les décisions d'achat est exactement le genre de comportement contraire à l'éthique qui doit être abordé publiquement. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Cléo ouvre son petit sac de soirée et en retire plusieurs photographies. Celles-ci ont été prises à la conférence pharmaceutique il y a 6 mois. Elle vous montre en train de présenter votre amie Lana à mon mari, Tané Josman. Les eurodatages indiquent qu'il s'agissait d'une rencontre planifiée, pas d'une rencontre fortuite. Elle place les photos sur la table où tout le monde peut les voir. Les images sont claires et accablantes. Jennifer et Tané en pleine conversation. Jennifer montrant Lana de l'autre côté de la pièce. Les trois se rencontrant et se serrant la main. Et alors? Dit Jennifer sur la défensive. J'ai présenté 2 personnes de domaines connexes. Ça s'appelle du réseautage. Le réseautage devient une conspiration lorsque le but est de créer des relations amoureuses qui peuvent être exploitées à des fins commerciales, explique David. Notre enquête montre que vous avez encouragé la relation de Madame Calix avec Monsieur Josman spécifiquement pour obtenir des informations internes sur les processus d'achat de l'hôpital. Lana regarde les photographies, choquée. Jennifer, de quoi parle-t-il? Ce n'est pas ce que ça a l'air, dit Jennifer rapidement. C'est exactement ce que ça a l'air, interrompt Cléo. Elle place un autre document sur la table. Ceci est une copie d'un email que vous avez envoyé à votre équipe de vente 3 semaines après la conférence. Vous mentionnez spécifiquement avoir développé un nouveau canal d'influence au sein de l'administration de l'hôpital et prédisez que votre entreprise aura des avantages significatifs dans les négociations de contrats à venir. Le visage de Jennifer pâlit alors qu'elle réalise l'ampleur des preuves contre elle. Vous avez accédé à mes emails. Nous n'en avons pas eu besoin. Votre propre entreprise a fourni les emails dans le cadre de son enquête interne sur votre conduite. J'observe le visage de Lana alors que toutes les implications s'imposent à elle. Sa meilleure amie ne lui a pas seulement présenté Tané. Elle a orchestré toute leur relation dans le cadre d'une stratégie commerciale. La liaison qui a détruit le mariage et la carrière de Lana n'était même pas une question d'amour ou d'attirance. C'était une question d'ambition de Jennifer et de sa volonté d'utiliser son amie comme un pion dans un jeu d'entreprise. Tu m'as utilisé, murmure Lana, fixant Jennifer avec horreur. Ce n'était pas comme ça, proteste Jennifer. Je pensais que toi et Tané seriez bien ensemble. Je pensais que tu méritais mieux qu'eux.
Elle me jette un regard et s'arrête. Mieux que quoi? Ai-je demandé doucement. Mieux qu'un mari qui t'est fidèle? Mieux qu'un mariage basé sur l'honnêteté et le respect? Tu la retenais, lance Jennifer, son sang-froid finissant par céder. Elle était brillante, ambitieuse, capable de tellement plus que d'être mariée à un technicien informatique dans une petite ville. Elle méritait une chance d'avoir une vie plus grande. Une vie plus grande bâtie sur des mensonges et l'adultère. Une vie plus grande bâtie sur des opportunités. Tanné aurait pu lui ouvrir des portes, la présenter à des gens qui comptent, l'aider à construire une vraie carrière au lieu d'être coincée dans un poste administratif sans avenir. Lana se lève brusquement, sa chaise raclant le sol. Arrête. Arrête de parler. La conversation a attiré l'attention des tables voisines. Les gens se tournent pour regarder, attirés par les voix qui s'élèvent et la tension évidente. Je peux voir la Dr Holmes et Porter Keller se diriger dans notre direction, ainsi que plusieurs autres administrateurs de l'hôpital. Lana, dis-je doucement, je pense qu'il est temps que tu comprennes exactement à quel genre d'amis tu as fait confiance. Cléo place un dernier document sur la table. Ceci est une analyse financière de l'entreprise de Mademoiselle Walsh. Ils sont en difficulté depuis 2 ans, perdant des contrats au profit de concurrents plus importants. Le contrat de l'hôpital aurait représenté près de 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Vous étiez désespéré, je continue, regardant directement Jennifer. Votre entreprise était en faillite et vous aviez besoin d'un moyen d'obtenir des informations internes sur le processus d'appel d'offres, alors vous avez décidé d'utiliser votre colocataire d'université comme agent involontaire. Ce n'est pas vrai, dit Jennifer faiblement. C'est entièrement vrai. Vous avez présenté Lana à Tanné, espérant qu'il développerait une relation. Professionnelle ou personnelle, peu vous importait. Quand c'est devenu personnel, c'était encore mieux car cela vous donnait accès à des informations internes à la fois du service juridique de l'hôpital et du côté pharmaceutique de l'entreprise. À présent, nous avons un public. La Dr Holmes et Porter sont arrivés, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration et d'autres membres du personnel de l'hôpital. Les conversations aux tables voisines se sont arrêtées alors que les gens s'efforcent d'entendre ce qui se passe. Mesdames et messieurs, dis-je en élevant légèrement la voix pour que tout le monde puisse entendre. J'aimerais vous raconter une histoire sur l'amitié, la trahison et le prix de l'ambition. Dean, non, plaide Lana. Mais j'ai dépassé le stade d'être influencé par ces larmousagènes. Il y a 6 mois, ma femme a été présentée à un représentant pharmaceutique par sa meilleure amie. Ce qui semblait être une rencontre professionnelle innocente était en fait une tentative soigneusement orchestrée pour créer un canal d'influence au sein de l'administration de l'hôpital. Je prends les photographies et les brandis pour que tout le monde puisse les voir. La présentation a conduit à une liaison qui a duré 4 mois, période pendant laquelle ma femme a fourni des informations internes sur les processus d'achat de l'hôpital à son amant, qui les a partagées avec ses associés, y compris l'entreprise de Mademoiselle Walsh. Des halètements et des murmures parcourent la foule. La Dr Holmes s'avance, le visage grave. Monsieur Cole, peut-être serait-il préférable de discuter de cela en privé. Je pense que la transparence est importante, n'est-ce pas, Dr Holmes? Surtout quand il s'agit de protéger l'intégrité de l'hôpital. Jennifer se lève soudainement, renversant son verre d'eau. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. En fait, si. Cléo parle calmement, mais sa voix porte clairement à travers la salle de bal. Nous avons des emails, des relevés téléphoniques, des documents financiers et des témoignages. Les preuves sont accablantes. De plus, ajoute David Chen, l'hôpital et mon entreprise déposeront des plaintes auprès des agences de régulation compétentes. Ce genre de corruption ne peut être toléré dans le secteur de la santé. Lana s'affaisse sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. La femme qui est entrée dans cette salle ce soir en espérant sauver quelque chose de sa carrière en ruine comprend maintenant que sa situation est encore pire qu'elle ne l'imaginait. Elle n'était pas seulement une épouse infidèle. Elle était une complice involontaire dans une conspiration visant à frauder l'hôpital. Je ne savais pas, murmure-t-elle. Je jure que je ne savais pas ce que Jennifer prévoyait. Mais tu as fourni des informations à Tanné, dis-je. Des informations sur les négociations de contrats, les décisions de personnel, les stratégies juridiques. Tu as parlé sur l'oreiller jusqu'à devenir complice de fraude. Le silence dans la salle de bal est assourdissant.
500 des citoyens les plus éminents de la région assistent à la destruction complète de la réputation de 2 femmes et à la vengeance méthodique d'un homme qu'ils avaient tous sous-estimé. Porter Keller s'avance, sa voix portant l'autorité de l'administration de l'hôpital. Mademoiselle Walsh, je vais devoir vous demander de quitter les lieux immédiatement. La relation de votre entreprise avec cet hôpital est terminée. Avec effet immédiat. Et Madame Calix, ajoute la Dr Holmes, votre suspension est maintenant permanente. La sécurité vous escortera dehors. Comme si elles étaient invoquées par ces paroles, 2 gardes de sécurité apparaissent au bord de la foule. Les mêmes gardes qui ont escorté Tanner hors du parking plus tôt cette semaine, maintenant ici pour compléter le cercle de la justice. Jennifer attrape son sac à main et se fraye un chemin à travers la foule, le visage rouge d'humiliation et de rage. Elle ne se retourne pas vers Lana, n'offre aucun mot de soutien ou d'excuse. L'amitié qui justifiait prétendument toute cette manipulation s'évapore au moment où elle devient gênante. Lana se lève lentement, se déplaçant comme quelqu'un de beaucoup plus âgé que ses 32 ans. Elle me regarde une dernière fois et je vois dans son expression quelque chose qui pourrait être de la compréhension ou simplement de la défaite. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je sais, je réponds, mais être désolé ne répare rien. Les gardes de sécurité l'escortent vers la sortie et la foule s'écarte pour les laisser passer. Les conversations reprennent progressivement, mais je peux sentir le poids de centaines d'yeux sur moi, évaluant, jugeant, essayant de comprendre ce dont ils viennent d'être témoins. Cléo apparaît à mes côtés, sa voix basse. Comment vous sentez-vous? Je considère sérieusement la question. Comment je me sens en regardant ma femme de 5 ans être escortée hors d'un événement public en disgrâce? Comment je me sens en sachant que sa carrière est terminée, sa réputation détruite, son avenir incertain? J'ai l'impression que justice a été rendue, dis-je finalement. Et pour la première fois depuis des mois, je le pense complètement. La salle de bal retrouve lentement son rythme normal alors que les gens digèrent ce dont ils ont été témoins et retournent à leur conversation sur les dons de charité et la politique hospitalière. Mais je peux sentir le changement dans la façon dont les gens me regardent. Je ne suis plus le mari cocu méritant de la sympathie, mais quelqu'un qui s'est défendu efficacement et complètement. La Dr Holmes s'approche de moi alors que la foule commence à se disperser. Monsieur Cole, je veux que vous sachiez que l'hôpital apprécie votre courage en portant ces questions à notre attention. Vos actions nous ont aidés à éviter ce qui aurait pu être un scandale de corruption très grave. Je voulais juste que la vérité éclate, je réponds. Eh bien, elle a certainement éclaté. J'espère que vous envisagerez de rester à l'hôpital. Nous apprécions les employés qui font preuve d'une telle intégrité. Alors qu'elle s'éloigne, je réalise que ma propre position a été renforcée par les événements de ce soir. Je ne suis plus seulement un technicien informatique dont la femme travaillait au service juridique. Je suis l'homme qui a exposé une conspiration et protégé la réputation de l'hôpital. Mes perspectives de carrière se sont probablement considérablement améliorées. Cléo me rejoint alors que les derniers invités se dispersent. Tanner m'a appelé il y a 1 heure. Il quitte la ville demain, il va chez son frère à Phoenix. Il dit qu'il en a fini avec la vente de produits pharmaceutiques. Et Jennifer? Son entreprise fera probablement faillite d'ici 6 mois. Les violations de l'éthique rendront impossible pour eux d'obtenir des contrats avec les grands systèmes de santé. Nous nous dirigeons ensemble vers la sortie, passant devant les décorations élégantes et les tables vides. Dehors, l'air de novembre est vif et pur, portant la promesse de l'hiver et de nouveaux départs. Pensez-vous que nous sommes allés trop loin? Demande Cléo alors que nous atteignons le parking. Je considère sérieusement sa question. Sommes-nous allés trop loin dans notre quête de justice? Avons-nous détruit des vies qui auraient pu être sauvées, des relations qui auraient pu être réparées? Ils ont fait leur choix, dis-je finalement. Nous nous sommes juste assurés qu'ils en affrontent les conséquences. Aucun regret. Aucun. En rentrant chez moi à travers les rues calmes de la ville, je pense à la maison qui m'attend. Vide maintenant, mais vraiment à moi pour la première fois depuis des mois. Demain, je commencerai le processus de reconstruction de ma vie. Découvrir ce qui vient ensuite pour un homme qui a appris qu'il est capable de choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Le divorce sera finalisé d'ici quelques semaines. Lana prendra le peu auquel elle a droit et disparaîtra, probablement dans une autre ville où sa réputation ne l'a pas précédée. Jennifer fera face à des accusations criminelles pour son rôle dans la conspiration,
et son entreprise deviendra une histoire édifiante sur les dangers de mélanger les relations personnelles avec l'éthique des affaires. Et je resterai, plus fort et plus sage, avec une compréhension claire de ce que je suis prêt à tolérer et de ce pourquoi je me battrai. La justice, il s'avère, n'est pas toujours belle, mais parfois, c'est exactement ce que la situation exige. L'infection a été guérie, la fièvre est tombée, et le patient, en l'occurrence ma vie, survivra et prospérera. Tout le reste n'est que du nettoyage.